Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Tech Lab avec cette seconde conférence de cette seconde journée. J'accueille sur scène Clément Domingo. Bonjour Clément. Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Vous allez nous donner un retour d'expérience avec les leçons que vous avez tirées à l'intérieur du groupe de ransomware Black Basta. Pour cela, nous avons 30 minutes à l'issue desquelles nous aurons une séance de questions-réponses. Je vous souhaite bonne conférence à vous tous. Clément, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est parti. On va parler de Black Basta ce matin. Petit disclaimer, donc ça vous avez un peu l'habitude aux orgas. Merci d'être si nombreux ce matin pour venir m'écouter parler. Tout le monde maintenant a l'habitude ou pas, la presse ne rend pas du tout conventionnelle. Et surtout, certains sont assez adeptes des mèmes. Moi, j'aime pas trop les mèmes, je suis pas trop bon en mèmes, mais il y aura pas mal de figures de style, surtout dans cette presse. Et si ensuite vous avez besoin des slides, vraiment vous me les demandez. Il y a aussi le script de Frogger que je montrerai. Vous pourrez aussi la voir à la fin si ça dit à certains d'entre vous. On a encore exactement là 25 minutes pour parler de ce sujet. Ça va encore aller très vite. Je prends mon souffle et c'est parti. Enfin, je vais aussi vous mettre à contribution. Le but que ce soit assez interactif et dynamique comme d'habitude. Rapidement pour me présenter, vu que dernièrement il y a une grosse vibe au niveau des vibe codeurs, désormais j'ai décidé aussi que j'étais un vibe hacker. Voilà. Et ceci étant dit, très rapidement à main levée, qui a entendu parler de l'affaire Black Basta ou qui l'a suivi de près ou de loin? Ok, quelques-uns, donc la majeure quand même pas du tout. De quoi on parle très rapidement? Donc on parle un peu de ce sujet-là, ça date vraiment de quelques semaines de ça. Donc tout part le 11 février de cette même année. Et il y a un gars, on va l'appeler un threat actor, qui sort vraiment de nulle part et qui se met à publier les informations de Black Basta. Pour information, il commence à diffuser, à créer un channel sur Telegram. Ensuite, qu'il ouvre, il y a énormément de gens qui rejoignent ce canal Telegram et il publie un premier fichier qui fait 47,5 mégaoctets, un peu plus de 200 000 messages dedans. Et c'est parti. Et donc là, c'est une des captures qu'il avait publiées. Petite aparté, exactement 45 minutes après qu'il ait publié le lien méga a été takedown. Donc il a été obligé de l'uploader directement au niveau du canal Telegram. Et pour information, le canal Telegram à la base n'était pas ouvert parce qu'il commençait à recevoir énormément de messages, dont moi aussi sur un nom de compte, je lui ai envoyé des messages. Il a décidé de publier directement le fichier sur le canal Telegram et il y a eu au total un peu plus de 5000 personnes qui ont rejoint ce canal. Donc depuis lors, pour information, le compte de ExploitWisher n'existe plus, a été supprimé de Telegram et pareil aussi le channel plus du tout accessible. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce threat actor a décidé de publier les informations de Black Basta? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour ceux qui ont suivi ou pas. Ah oui, j'ai quelques stickers collector, donc je vais essayer d'en filer aussi. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, vas-y. Mes ententes internes, non. Autre dernière proposition, Propal? Ouais. Pour se faire de l'argent derrière? Non. D'ailleurs, je reparlerai de Conti. Non. Eh bien, écoutez, figurez-vous, j'ai trouvé ça assez drôle. Il a décidé de publier les informations en termes de représailles, parce qu'il disait que Black Basta faisait quand même beaucoup trop d'attaques contre les banques russes. Bon, ça veut dire qu'on peut faire du ransomware dans le monde, mais tant qu'on ne touche pas aux intérêts russes, tout va bien. Mais vous n'êtes pas du tout à la fin de vos surprises. Et donc Black Basta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi, il fait partie vraiment depuis fin 2018, depuis 2019, où on suit vraiment l'activité des groupes de ransom gang. Pour information, lorsqu'on parle des groupes de ransom gang, aujourd'hui, il y en a 240. Sur ces 240, il y en a une cinquantaine, 40, 50 qui sont actifs et 10 qui font vraiment la pluie et le beau temps, dont dernièrement Lockbit qui a été takedown avec l'opération Chronos. Et donc depuis lors, ils sont fait doubler par Ransom Hub. Il y a eu aussi Conti, d'ailleurs, Black Basta. Il y a certains affidés qui ont remonté Black Basta, on va le voir dans les logs. Et donc Conti, comme je disais, lié à Conti, à Ruik, au total, on estime qu'ils ont attaqué un peu plus de 500 organisations dans le monde. Et il y a eu un premier rapport, d'ailleurs, d'une firme que j'aime énormément, qui est Chainalysis, qui fait des reports assez intéressants avec des outils hyper pratiques sur tout ce qui est track des crypto-monnaies, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup des crypto-monnaies. Pour la petite parenthèse aussi, tant qu'on parle aujourd'hui des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de cyber qui se
déportent sur du Monero et non du Bitcoin, parce que maintenant les outils deviennent de plus en plus sophistiqués pour traquer les Bitcoins, même si derrière on fait un peu du mining pour éclater le portefeuille en entrée qu'on a et essayer derrière de le retrouver. Donc il y a beaucoup qui se déportent maintenant de plus en plus vers du Monero que du Bitcoin, qui était encore initialement jusqu'ici la monnaie. Et donc on estime que entre 2022 où ils apparaissent et 2023, il serait fait quand même 100 millions, et donc depuis 2024, avant quand même que ça n'implose, on peut estimer ce montant-là à un x3 ou à un x4. Je rappelle, une fois de plus, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui décident qui décident de payer, histoire qu'on ne sache pas qu'elles ont été attaquées. Et donc, entre ce qu'on voit, ce qui est la réalité des entreprises qui ont payé, au travers des flux qu'on a pu traquer au niveau des différents wallets, et la réalité, en général, il faut faire un facteur de x3 ou x4 de manière générale. Typiquement, c'est ce qui s'est passé sur l'année 2023 sur le volume total de ce qui a été payé, qui était exactement de 1,1 milliard de dollars, mais dans la réalité, sur 2023, là, on est plutôt sur un facteur de x7, x8, x9. Et donc, comme je disais, des anciens affidés exactement de Conti, donc qui pratiquent la double extorsion. Donc, on rentre, on met le ransomware et on exfiltre et on menace de publier derrière. Donc, les grandes lignes de ce talk, tactique, on va voir un peu tout ce qui est vecteur compromission, ce qu'ils utilisaient, les différentes stratégies, l'infrastructure, avec des choses assez pertinentes, les différents rôles assez importants pour comprendre comment fonctionne l'envers du décor quand on est au cœur même du système, et surtout les victimes, j'en ai parlé. Très important, quand je préparais ce talk, le sujet, sincèrement, il est hyper vaste. Pour parler d'un sujet comme ça, il faut minimum 1 heure, 2 heures pour ceux qui ont essayé de mettre la main dedans. Pareil aussi quand il s'agissait de Conti. Il y a tellement de choses à dire. Typiquement, on peut prendre l'angle des crypto-monnaies, comme j'en le dis, parce que ça en dit tellement énormément sur la manière dont ils vont utiliser leurs crypto-monnaies, aussi bien pour aller prendre ce qu'on appelle du bulletproof hosting. C'est tous les services FAI qui sont totalement illégaux, sur lesquels en fait vraiment la justice parfois n'a absolument rien parce qu'ils utilisent les cryptos. On peut prendre aussi ce même prisme sur tout ce qui va être tooling, tout ce qui va être TTPs, quels sont les CVE qui sont utilisés. Pareil aussi prendre le prisme des différents choix de victimes. Tout à l'heure il y a un exemple que je vous montrerai qui est hyper intéressant pour voir aussi comment ils réfléchissent et ils se disent là on va les taper ce secteur, on va les taper telle ou telle victime. Pareil on aurait pu prendre aussi ce prisme, j'aurais pu le prendre, on peut parler aussi de toute la phase de reconnaissance qui est tout aussi intéressante avec des outils qui sont connus, non connus, qu'ils utilisent. Pareil aussi les brokers. Les brokers, je pense que si aujourd'hui on ne parle pas de brokers dans la cyber, c'est qu'on n'a absolument rien compris. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle des ransomware, mais avant les ransomware, avant les fuites d'informations, typiquement hier j'en parlais, il y a tout le temps, presque quasiment aujourd'hui, ce qu'on appelle les brokers. Pareil aussi, les infostealers, dont Redline, dont Luma C2 et différentes sources aussi avec des abonnements privés. Il y a un exemple tout à l'heure que je vous montrerai. Et forcément, l'écosystème des affidés, comment on va inciter d'autres à rejoindre mon groupe cybercriminel, parce que l'idée quand même c'est que si j'en monte un, Black Basta, eux, le but c'est vraiment qu'ils puissent se faire de la thune absolument partout. Donc il faut un peu recruter partout dans le monde. D'ailleurs, j'en profite aussi parce que quand on parle aujourd'hui qu'il y a tel groupe qui a attaqué un pays, même si ce groupe peut être affilié, je ne sais pas, au pays de l'Est, affilié à d'autres pays, dans la réalité, il y a pas mal d'affidés qui ne sont absolument pas dans ces pays. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Pareil aussi parce que faire de l'attribution derrière, parfois ça peut être hyper touchy. Et donc là, moi je vais essayer de vous partager un prisme avec différents angles d'évaluation, différents angles de réflexion, comme à mon habitude. Et donc sur l'organisation, c'est une des choses à faire chaque fois quand on commence à faire ce type d'exercice. Ça a été la même chose pour Conti. Conti d'ailleurs, j'en avais parlé il y a 2 ans de ça en arrière aussi sur un talk ici au FIC et puis à d'autres endroits. Et donc la première chose à faire, c'est de comprendre comment fonctionne l'organisation cybercriminelle. Qui a la tête, qui fait quoi. Et donc là, vous avez quelques utilisateurs. Donc il y a l'utilisateur principal qui s'appelle GG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un report qui est sorti il y avait quelques mois de ça, où il s'est fait doxer. Son identité a été révélée, et donc c'est un Russe qui a exactement 35 ans, et donc c'est lui qui coordonne tout le déploiement, c'est vraiment lui la tête, le mastermind, tout ce qui va être botnet, superviser les transactions, dire à quoi faire, et tout à l'heure je vous réserve une petite surprise par rapport à lui. Puis après on a un autre utilisateur qui était G-Way, donc lui c'est un peu le gars technique, et là ce que je vous présente aussi très important de comprendre, donc ça c'est vraiment le cœur même de l'organisation. Et puis après tous les autres affidés,
quand ils vont venir, parfois quand ils ont besoin d'assistance ou alors ça se passe pas, ils vont aller reach out ces différentes personnes-là pour aller beaucoup plus loin. Et donc lui, c'est un peu lui qui coordonne absolument tout. Pareil aussi, tout ce qui va être au niveau des bugnet, que ce soit du ICD, du Cobalt Strike, du Picabot, acheter des exploits, aller répertorier d'autres, les infrastructures des exploits. Donc là, c'est l'APA. D'ailleurs, l'APA qu'on retrouvait déjà au niveau de Conti, ce que je disais, donc un affidé, enfin ex-Conti, vu qu'ils se sont fait aussi souffler, ils ont remonté une nouvelle brand. D'ailleurs, ça se fait beaucoup. Actuellement, d'ailleurs, on dit que Ransom Hub, qui est en train d'exploser, pour ceux qui suivent vraiment, ce ne serait rien d'autre que d'autres affidés qui étaient déjà chez Conti. Chez Logbit, autant pour moi, mais il culpa. Pareil aussi, comme l'APA, forcément hyper spécialisé dans tout ce qui va aussi être outil de RRM. Cameron 77, gestion des cibles, donc le fameux brokers, donc voir absolument tout ce qui se fait, les différentes vulnérabilités, du log shell on en retrouve toujours. Au total, au niveau des CVE qu'ils ont utilisés pendant tout ce temps, on en dénote au moins 62 CVE qui ont été utilisés. Donc la monétisation pour la vente des données, oh la vache, il faut que j'accélère encore. La monétisation, il y a le négociateur, lui je l'aime beaucoup parce qu'il a des méthodes d'ailleurs dans les chats qu'on lit, les 200 messages, hyper intéressants pour voir comment ils vont cibler prendre les cibles, comment on met la pression aussi, comment ils se servent parfois si au niveau du pays, il y a certains médias qui en parlent, il y a même parfois ils ont menacé d'aller voir certains journalistes pour donner, donc c'est totalement dingue quoi. Enfin, pareil aussi dans la négociation, je ferai un petit aparté derrière, ça permet aussi de, pour ceux qui sont parfois dans les assurances, qui font aussi vraiment de la réponse incident ou parfois doivent négocier, il y a tout un tas de mécanismes assez intéressants dans ces différents sujets-là, donc puis après aussi toute la partie persistance, enfin toute la partie exfiltration, autant pour moi avec du PSExec, du Airclone, un des outils d'ailleurs d'admin de base qui est utilisé pour exfiltrer de la donnée à l'extérieur, Meterpreter pour la persistance. Et donc ce qu'on apprend dans ce leak en quelques points, je ne vais pas faire tous les 10 parce qu'on n'aura pas du tout le temps d'aller jusqu'au bout et surtout de montrer la partie IA. En fait, c'est clairement, comme je disais, les liens qu'il y a, et donc là qui sont établis, et je pense que moi ça a été la chose qui m'a le plus dur. Ok, donc les liens directement avec le régime russe. Et donc, comme le disait un peu ExploitWisher, donc je rappelle ExploitWisher, c'est le mec qui a dit ils font des attaques sur les banques russes, donc je vais les outer. En fait, il n'y a eu aucune trace concrète dans tous les leaks, en tout cas dans ce leak-là, qui date de septembre 2022 à septembre 2023, donc sur une année, il n'y a aucune trace. Et en dehors de ça, dans l'écosystème même, il n'y a aucune trace qui montre que ça a été fait. Donc là, l'exploit, il est totalement fallacieux. Donc là, vous comprenez pourquoi je dis que ce threat actor-là, on comprend mieux que c'est soit... Tout à l'heure, je pense que tu le disais, soit en concurrent, soit tout simplement un mec qui avait envie de s'amuser, ou aussi, enfin ça c'est une autre hypothèse qui tourne dans certains canaux un peu plus cachés, qui dit que c'est tout simplement un mec proche des services qui aurait décidé, par contre je ne sais pas pour X raisons, de les outer. Donc les liens étroits avec les autorités russes, donc ça c'est vraiment le truc le plus dingue. Donc en 2023, il y a GG en fait, son nom c'est Oleg Nefedov, donc qui a été doxé comme je le dis grâce à Lozin et pas mal de choses. En fait il se fait taper par les autorités américaines et c'est là où ça devient intéressant. Quelques temps après, donc forcément il disparaît et quand il repop sur Matrix, donc où ils avaient un peu leurs échanges, là tu as un mec qui commence à discuter en disant où t'étais, et là il commence à dire écoute j'étais absent, enfin absent on comprenait, j'ai été arrêté. Et si je suis là aujourd'hui, c'est à cause des autorités russes. Et là, il continue en disant, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de leur envoyer un message, et le message c'était un peu green color, donc un couloir vert en mode, je veux que vous me sortiez de là. Et ce qui est totalement dingue, c'est qu'il continue en disant, si cette opération a pu être faite, c'est parce qu'il y a eu peut-être l'appui du numéro 1. Et tu as Chuck qui continue en disant, est-ce que ce serait peut-être VVP ? Donc on prend un peu Vladimir Poutine. Et là, il ne répond pas, il dit pas oui, il dit pas non. Et donc ça, toujours preuve à l'appui dans les docs. Donc là, vous voyez, zut, je peux pas pointer de manière, mais en tout cas, je vous l'ai vraiment encadré en rouge. Et donc là, vous voyez, noir sur blanc, comment ça s'est passé. Et quand on continue un peu plus sur les ransom gangs, et ça encore, c'est vraiment la deuxième chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces organisations-là, c'est pas du tout l'organisation qui est dans le garage 3, 4, 5 pélos. Ils ont des bureaux à Moscou. Et on va commencer. 2 bureaux à Moscou, et pas qu'un seul. Et en plus, quand je dis bureau, c'est pas juste un open space, c'est vraiment des bâtiments. Le boss, lui, se déplace avec un chauffeur, donc il a vraiment son chauffeur privé. Et à chaque fois que les membres de l'équipe, donc là, c'est vraiment les petites mains,
qui sont assez surveillés. Ils n'ont pas droit de quitter les locaux et en fait ils sont assez fliqués pour savoir où ils veulent, où ils vont, quand ils vont, ce qu'ils font, leurs activités, sans qu'ils puissent reporter. Et autre chose aussi totalement dingue, ils ont des petites mains à Moscou et au-delà qui vont aller faire toute la partie laundering, vraiment tous les trucs un peu dégueulasses. Petite parenthèse, ah bah non c'est filmé, je peux pas le dire, mais en off je vous le dirai. Il y a des moyens assez intéressants aujourd'hui pour récupérer des choses sans être tracés là-dessus. Donc ils ont des personnes spécifiques pour aller tout ce qui va être ensuite créer des comptes au travers de burners, tout un tas de choses. Il y a des personnes aussi qui le font. On va essayer de... Ah oui, 8 minutes. Non, là il faut vraiment que j'avance et que j'arrête de rentrer dans les détails. Tout va bien jusqu'ici ? Ok, on continue. Et donc là, comme je disais, vous comprenez mieux parfois comment négocier, pourquoi parfois, pour ceux qui ont eu l'occasion de le faire, certaines négociations peuvent prendre énormément de temps, parce que le mec à côté, il a un peu vu sa vie, entre guillemets, de businessman pour venir un peu blanchir toute la thune dégueulasse qu'il fait avec du ransomware. Donc parfois aussi, vous envoyez des messages, il peut te répondre 3, 4, 5, 6 jours après, bah lui, il a vraiment un planning classique. Donc ça aussi, c'est à intégrer qu'on fait de la négociation derrière. Donc pareil aussi, comme je disais, les employés, ils ne peuvent pas quitter à des heures assez précises. Je vais essayer de speeder un peu. Bah, pareil aussi Trump. Et donc là, c'est en 2023, bah, juste avant qu'il se fasse un peu défoncer. Là, en fait, ils s'en vont dans un tout nouveau bureau. Et ce nouveau bureau, figurez-vous que c'est un bâtiment 3 étages avec cuisine équipée, tout un tas de choses. Et surtout, à l'intérieur même, et ça, c'est vraiment le truc assez dingue, c'est qu'il y a vraiment des endroits, des espaces où tu peux passer éventuellement la nuit. Si tu es sur une grosse opération en train de taper un gros client à l'extérieur des pays là-dessus, tu as absolument tout ce qu'il faut. Donc, ce que je disais, donc ça laisse vraiment penser que c'est pas juste le simple bureau, c'est un bâtiment où il y a absolument tout dedans. Et donc là, comme d'habitude, les screens, mais là, j'ai pas le temps de faire un peu là-dessus. Et pareil, et ça c'est un peu mon petit bonus, vu que vous connaissez un peu mon goût prononcé pour la gastronomie, pour le côté un peu esthète, bah, ils ont aussi des team building en fin d'année. Bah écoutez, je suis une entreprise comme une autre, donc pourquoi pas ne pas se retrouver. Et ils ont quand même, il y a un restaurant qui s'appelle le Twin Gardens, et donc c'est quand même un 2 étoiles à Moscou. Et là, je vais aller très rapidement. Pareil aussi, ils se font vraiment des banyas. Donc les banyas, ce sont des sorties pour ceux qui sont partis en Russie. On peut vraiment se retrouver entre collègues, entre amis, partager là-dessus. Et donc tout ça aussi, vous avez toujours les captures d'écran. Et donc là, noir sur blanc, en disant, bah, on fait quoi pour les fêtes de fin d'année? Est-ce qu'on se retrouve? Et et c'est là où l'un d'eux dit que bah, moi, j'aimerais bien tester ce tout nouveau gastronomique 2 étoiles qui m'a l'air super bien là-dessus. On pourrait le tenter. On va avancer. Et donc finalement, il y a aussi une cybercriminelle, une alliance cybercriminelle, une entente. Est-ce que vous pourrez me dire comment sont définis les rançons qu'on entend dans la presse? On demande 200 000, du 300 000, du 1 million, du 8 millions. Est-ce que vous savez comment c'est fait exactement? C'est basé sur quoi? Ouais, c'est sur le chiffre d'affaires. Et là, vous avez une fois de plus la preuve tangible. Ce qu'ils font d'ailleurs, c'est Zoomeye. Enfin, Zoomeye, c'est un outil, je pense que beaucoup ici l'utilisent pour la CTI et pas mal d'autres choses. Zoomeye vous donne énormément d'informations sur des boîtes partout dans le monde. Et donc, il y a un des acteurs principaux du groupe dont je parlais. Lui, son but, c'était d'aller récupérer tout ça. Et puis après, un peu de voir vraiment les revenus. Et à chaque fois, minimum, le tarif, c'est 10% max. Et donc aujourd'hui, on estime que quand on va vous demander une rançon, ça va être entre 1 à 10% maximum de votre chiffre d'affaires. Bien entendu, après, vous pouvez négocier. Les cybercriminels se sont mis à l'IA. Pour certains, c'est un mythe, pour d'autres, c'est une réalité. Black Basta ne fait pas aussi exception à ça. Donc, ils ont développé tout un tas de choses avec du chat GPT, donc du coup, la version payante de chat GPT. Et surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un peu du reuse de code qui était écrit en C# pour le transposer sur du Python pour plusieurs raisons. Je ne rentre pas dans les détails techniques, sinon... 4 minutes. Je parle beaucoup trop. Et donc là, vous avez un peu l'information. Et ce qui est dingue, c'est que ce compte-là, c'est un compte qui est tombé du camion. Donc, quand je m'explique, c'est un compte qui a été leaké suite à un stealer. Et donc, il y a une marketplace, ok, maintenant vous l'aurez, qui s'appelle le Platy Market. Vous pouvez trouver tout un tas de choses. Et donc, ils ont des comptes premium là-bas. Donc, ils scrapent absolument tout. Puis après, ils viennent le mettre dans leur arsenal. Roulez, je laisse. Vous mettez le bon prompt. Et l'IA s'occupe de vous. D'où l'intérêt aussi, dernièrement, on a vu aussi pas mal de groupes commencer à faire leur propre fraude GPT, Worm GPT. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc pareil aussi toujours, vous allez un peu avoir tout ça si vous voulez un peu là. Donc là, il y a encore un autre Tinker. Et donc ça, c'est aussi une des autres parties totalement dingues où il y a un gars, lui, qui fait partie toujours de l'organisation. Il a automatisé absolument tout. Et je vais vous montrer ce slide. Et sur ce slide-là, cette capture d'écran, il y a 2 choses qui m'intéressent. Donc toujours, il y a GG qui lui demande moi, je veux que tu me récupères la liste de tous les utilisateurs. Et tu as Tinker qui lui répond moi, j'ai un process. Mon process, c'est d'aller taper LinkedIn. Parce que LinkedIn aussi, c'est une source assez dingue là-dessus. Mais surtout,
je vais automatiser ça et je vais trouver, et moi ce qui me tue, il y a un peu le truc, GG lui dit, trouve-moi le plus débile d'entre eux pour que notre attaque puisse marcher. Et donc ils font très attention à leur obsèque. On va essayer de terminer par ça, puis après je vais juste switcher sur la partie IA. Et ça c'est moi la troisième chose qu'il m'a dit, ils sont à un autre niveau. Les événements du 7 octobre, figurez-vous qu'il y avait un acteur assez important dedans, qui était à ce moment-là, quand ça commençait. Donc là vous avez toute la retranscription de ça, et puis à un moment donné il quitte Israël, en tout cas il parvient vraiment de quitter Israël, de revenir en Europe, et au début il veut pas dire où il se trouve, et il y a un des gars qui lui dit mais attends, t'es dans un coin qui est pas sécure, il dit bah là je n'ai plus confiance à personne, je me suis barré sans faire attention à tout ça, faut que je me recrée très rapidement un réseau pour que je puisse continuer les opérations sur lesquelles on est ensemble, et pour ça j'ai besoin de récupérer du cash dans des endroits peu scrupuleux, même si je vais voir un peu des épiciers en leur filant plus de thunes, histoire que vraiment de pouvoir me débrouiller de tout ça quoi. Et donc l'obsèque hyper intéressant, il y a aussi des choses sur la triangulation, sur les burners, tout un tas de choses. Donc les utilisations, donc ça je vais passer, il reste 5 minutes, Luma, pareil. Ok, ça c'était un peu la partie la plus aussi intéressante, mais on n'aura pas l'habitude, le temps, tant pis. Et donc là on va passer sur quand même, pour tous ceux qui connaissent aussi Frogger, qui fait un travail assez exceptionnel. Et donc il a développé, une fois que le leak est sorti, chose qui n'était pas du tout le cas il y a exactement 2 ans et demi de ça, quand il y a eu le leak sur Conti, assez rapidement la communauté a commencé à mettre en place des outils à base d'IA et surtout à base de règles. Donc il y a eu l'équivalent du ransom du Black Basta GPT, donc un GPT sur ChatGPT qui permettait tout simplement d'interagir en langage naturel. Il y a Frogger qui a aussi sorti ce superbe notebook qui est d'ailleurs fait sous Marimo. D'ailleurs, si vous ne faites pas du Marimo, arrêtez Jupyter et mettez-vous à Marimo, parce que Marimo c'est 10 à 15 fois plus puissant que Jupyter et on fait des choses assez intéressantes. Donc il a fait tout un tas de choses. Moi je l'ai légèrement modifié là-dessus, et donc là vous pourrez vraiment le récupérer. Je peux vous filer la version que j'ai en créditant bien entendu Frogger français qui bosse pour Microsoft aussi sur tous les sujets d'OSINT là-dessus. Vous récupérez aussi le fichier JSON. Pour la petite parenthèse, il va falloir un peu filtrer le fichier, en tout cas le remettre d'équerre parce qu'il n'est pas du tout propre, mais ça se fait assez rapidement. Puis après vous avez tout un tas de statistiques, le nombre de messages, le nombre d'utilisateurs, le nombre des différentes rooms. Donc les rooms c'est un peu comme si vous étiez sur des Discord ou alors je sais pas sur des groupes un peu WhatsApp, comme c'est la grosse mode, avec tout un tas de subs pour savoir exactement où on va, tout un tas un peu d'analyse, donc pour voir aussi à quel moment de la journée, de la nuit, quels sont les jours auxquels ils sont les plus actifs. Donc ça permet aussi de se projeter, de faire aussi ensuite des parallèles par rapport à différentes cyberattaques qui ont pu se passer. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut sortir. Forcément, j'aurais pas le temps. Comme je disais, c'est beaucoup plus d'une journée pour parler de ces sujets-là. Et puis après, vous pouvez faire aussi tout un tas de répartitions, j'en passe, et différents utilisateurs. Et puis, ça permet aussi, comme je disais, c'est exactement ce sur quoi je me suis basé pour faire la structure organisationnelle même du groupe à l'intérieur, pour savoir qui fait quoi, comment ça se passe, qui donne les ordres, les différents messages, les IOC. Une des parties les plus importantes qu'on fait ce type un peu d'analyse. Très rapidement, il faut sortir les IOC pour pouvoir les corréler avec toutes les bases déjà open qui se trouvent, pour savoir est-ce qu'il y a encore des infras qui sont toujours up. D'ailleurs, sur Black Basta, une fois que le leak est sorti, il y avait pas mal encore d'infras qui étaient up, mais depuis lors, il y a pas mal d'entre elles qui ont été take down par eux ou là-dessus. Ok. J'ai 3 minutes, puis on va laisser quelques questions, les IOC. Et surtout ensuite, la partie la plus intéressante, c'est la partie RAG. Et sur la partie RAG, il y a 2 manières de le faire. Ou soit aujourd'hui, vous faites un rely totalement sur du OpenAI en prenant des modèles, ou alors moi l'option que j'ai choisie c'est de faire du local, tout en local. Enfin donc ça, faut avoir une machine qui est soit intéressante ou chez vous un serveur assez puissant pour le faire tourner. Vous pouvez trouver très facilement sur du Hugging Face les bons modèles pour le faire, soit directement partir en faisant déjà de la translation pour avoir le contenu qui est traduit du russe en anglais, mais sauf qu'au niveau du RAG, il est assez intelligent pour comprendre ça et puis ressortir. Et le gros intérêt, c'est de pouvoir discuter en langage naturel en disant je veux que tu me donnes les CVE les plus utilisés pendant cette période-là. Donc il va processer tout un tas de choses, il va les sortir et petit à petit venir affiner ça. Tout ça pour dire en termes de conclusion qu'aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une autre ère, aussi bien pour l'analyse
de ce type de choses, surtout lorsqu'on est dans un SOC, qu'on est dans un CERT, dans un CSIRT, et en fonction de ce qu'on veut faire, comme je le disais, hein, on ne va pas avoir du tout le même prisme. Peut-être que lorsqu'on va être dans un SOC, notre but à nous, c'est d'écrire de nouvelles règles, et donc ces nouvelles règles-là, il faut qu'elles puissent se baser sur tout ce qui va être IOC, tout ce qui va être assez technique, ou alors lorsqu'on va être un peu plutôt dans un CSIRT, ou alors dans un CERT national, notre but à nous, c'est de faire un panorama pour dire rapidement aux entreprises de nos pays comment ça s'est passé. Enfin bref, donc là, je vous laisse 2-3 minutes pour poser les questions. J'ai encore tellement de choses à dire, mais comme d'habitude, le temps nous fait défaut. Merci de m'avoir écouté. Merci Clément, bravo pour votre conférence, toujours très dynamique. J'ai le micro avec moi, nous avons 5 minutes de questions-réponses. Levez la main et je vous donne la parole. Alors moi j'ai une question du coup. Je suis beaucoup moins dans la partie informatique et dans la connaissance que le public. Mais du coup, c'est une question de total amateur. Je me mets à la place des hackers qui ont mis énormément de temps, qui ont investi énormément d'argent, qui en plus sont illégaux et qui savent très bien qu'ils doivent se couvrir de toute organisation, j'allais dire, légale et justiciable. Comment ils font une fois qu'ils ont rançonné une entreprise pour, à leur tour, sécuriser ce qu'ils ont rançonné? Aujourd'hui, c'est toute la question. Black Basta, c'est pas les premiers. Il y a eu Conti avant, puis après, il y a eu d'autres mini-groupes qui se sont fait exploser. C'est toute la question de comment on fait du trust pour les affidés que l'on onboard, parce que là aussi, on parle un peu d'onboarding. Hein. Qu'est-ce qui me dit que la personne que je vais prendre avec moi, Benjamin, n'est pas tout simplement une personne des services de renseignement, aussi comme tout à l'heure, on disait, un concurrent qui a juste envie de saboter mes informations, une autre personne. Et à mon avis, en tout cas, il y a beaucoup d'entre eux qui en discutent. C'est pour ça que ce que certains font, c'est qu'il y a toujours le noyau même, la cellule. Donc les personnes, là, c'était un peu le cas de Black Basta, sauf qu'ils se sont fait trouer sur une autre partie, mais j'ai pas eu le temps de l'expliquer. Donc ils ont un petit noyau, lui, qui est totalement fermé, où ils essaient le maximum de choses de vraiment de cloisonner. Mais ça reste compliqué à un moment donné de cloisonner parce qu'on est en train de travailler sur de vraies opérations. Et même si les affidés, ils restent indépendants de leur côté, mais à un moment donné, le contrat, c'est que moi, je garde quand même 20% de la thune parce que je t'offre absolument tout l'hébergement, je te donne tout un tas de choses. Donc, il faut aussi essayer de collaborer. Et ce sujet-là, il reste encore... d'ailleurs, c'est aussi le cas pour beaucoup d'entreprises. Et puis, au-delà de ça, vraiment la partie... une espèce de KYC pour cybercriminel. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, développer un KYC pour cybercriminel. Vous parliez justement là-dessus de bâtiments qui étaient entièrement consacrés à cette activité cybercriminelle, d'une institutionnalisation finalement avec quasiment pignon sur rue, tout en même temps que l'activité soit tout à fait dans le dark web. Alors, encore une fois qu'on a la nécessité de blanchir l'argent qu'on a extorqué, est-ce que ces entités finalement cybercriminelles se cachent derrière de fausses entreprises? Enfin, quels sont les business ou les types d'organisations légales derrière lesquelles elles pourraient s'abriter pour derrière lessiver et sortir l'argent, quoi? J'ai pas mal d'exemples pour répondre, mais je vais essayer de faire détailler ma réponse en 3 points. La première chose, il faut quand même se dire que les bureaux qu'ils ont, aussi bien que ce soit à Moscou, il y a eu aussi un autre groupe, Reveal, qui lui s'est fait défoncer en 2021. Ils sont fait soulever leur grand-mère en 2021. Ils avaient aussi un appartement en taudis dans la banlieue de Kiev. Ça, typiquement en France, impossible. Impossible de l'avoir. Donc forcément, il y a aussi une espèce de collusion à un certain point avec certaines autorités qui parfois peuvent faire appel. Et donc, ils vont un peu fermer les yeux là-dessus. Pour la seconde partie, il y a eu quelques exemples où certains sont tout simplement allés s'octroyer les services de journalistes, enfin autant pour moi d'avocats peu véreux en montage pour aller essayer d'avoir des sociétés écrans, tout cela pour blanchir l'argent, histoire que ça puisse un peu revenir dans ce business-là. Et puis après qu'on ait un peu une autorité, tout dépend aussi du contexte géopolitique, parce que je pense aussi que c'est hyper important de comprendre le contexte géopolitique. Je vous ai donné un peu l'exemple, moi j'ai trouvé totalement fou par rapport au 7 octobre, où rapidement, donc là il y avait un membre quand même assez important, lui qui fait partie vraiment de la core team de cette organisation cybercriminelle, qui a compris très rapidement que s'il ne sortait pas du pays, soit avec le faux passeport qu'il avait, ou alors là-dessus, ça aurait pu en tout cas se retourner contre lui et donc avoir des répercussions sur ce groupe. Il y a tellement de choses à analyser, aussi bien très 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 haut niveau, nonobstant vraiment de la technique, où j'ai essayé une fois de plus là de faire fi de la technique, parce que la technique c'est bien, mais prendre encore plus de hauteur, ça permet d'avoir plus de recul et de comprendre parfois certains mécanismes et mieux sensibiliser notre écosystème. Très bien. Y a-t-il une dernière question à l'intérieur du public? Oui, monsieur, je vais vous donner le micro.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir si on a une idée de comment ils font pour s'assurer que les nouvelles recrues sont fiables pour œuvrer dans leur service. Parce qu'à un moment donné, des taux, puis il y en a. Comment ils sont sûrs que les ressources qui travaillent avec eux sont bonnes et sont fiables? Zéro, aucun moyen, comme je le disais, je le répète, d'être sûr qu'aujourd'hui la personne qu'on va avoir. Après, ce que certains font, vu qu'ils se connaissent personnellement, ils sont déjà vus physiquement, il y a un peu une espèce d'entente, on se fait confiance, mais après tout ce qui est affidé, quand il va s'agir d'aller recruter à l'international, bah là il n'y a aucune garantie. On a eu tellement de cas, ça a été le cas pour Conti, pour Evil, et bah là dernièrement il y a eu encore un micro leak qui est sorti, et donc tout le temps soit des infiltrés, ou aussi parfois quand on parle un peu, c'était le cas avec Conti. Pourquoi Conti a implosé? C'est parce qu'il y a eu cette invasion là de la Russie sur l'Ukraine, et sauf qu'on ne sait d'ailleurs toujours pas est-ce que c'est vraiment un vrai pro-ukrainien ou tout simplement une personne qui était affidée ou un chercheur qui n'a pas aimé ça et donc qui a décidé aussi de rajouter de l'huile sur le feu. Et donc c'est toute la question aujourd'hui de savoir comment je onboard des cybercriminels dans mon organisation. Et donc je répète ma petite blague qui a fait un flop. Si vous voulez développer un service de KYC pour cybercriminels, avis aux vocations lancées par cette conférence. Merci mesdames et messieurs pour votre présence nombreuse. Merci Clément pour cette conférence. Je vous rappelle que si vous voulez retrouver Clément, vous pouvez dialoguer avec lui et ainsi retrouver son profil sur les réseaux. Je crois que c'est Sax, S-A-2-X.